Bienvenue sur le JT du journal de la cause animale. Nous sommes ici pour vous donner toute l'actualité qui s'est passée courant de juin sur la cause animale et on va vous donner les infos pour le mois de juillet. On va commencer direct dans le vif du sujet avec les flashs de la cause de Harry. C'est toi Harry. Direct, c'est parti. On a beaucoup d'infos en fait qui se passent dans la cause animale et aussi dans la cause végane. Donc je vais vraiment vous donner un petit peu toutes ces infos là. Première info, l'élevage interdit peut-être en cage en 2027. Alors je dis peut-être, c'est le Parlement européen qui est en faveur suite à un collectif en fait citoyen qui a proposé cette loi, interdiction des élevages en cage, et le Parlement européen a dit oui, c'est parti, mettons cette loi en vote. Et apparemment c'est bien parti puisqu'il y a beaucoup de signes en fait qui indiquent que c'est bien parti. Donc les cages, et ça serait que pour les poulets ou... Alors les cages ce serait pour les poulets, les lapins, les cochons, et encore les cochons on est en train de se poser des questions parce que malheureusement on se pose la question si vous savez les truies quand elles sont en cage, est-ce que ces infrastructures sont considérées comme des cages? Et ça c'est une vraie question et du coup il y a de quoi se poser la question, si l'élevage en cage est interdit, pour quelle cage exactement? Ok, est-ce que tu aurais une autre petite info? Autre petite info, en Israël, alors ça a été, ce mois-ci ça a été annoncé, en Israël ils annoncent la fin du commerce de fourrure et c'est le premier pays tout simplement dans le monde qui interdit le fourrure de manière très stricte. Okay. On a eu des cas notamment en Californie où ils interdisent la fourrure mais pas forcément la fourrure seconde main. Là c'est vraiment interdiction totale de commercialisation de la fourrure. Donc c'est une très bonne nouvelle. Petite exception je crois. Oui exactement, il y a une exception en fait pour le fameux Shtremel, pour ceux qui connaissent un petit peu. Le Shtremel c'est dans la communauté juive orthodoxe. Vous savez ces chapeaux en fait voilà, des juifs orthodoxes, ultra orthodoxes qui portent et c'est vraiment une tradition juive et bon ils ont fait face, enfin il y a eu une exception en fait pour cette coiffe. Ok, allez une dernière petite, tu en avais une sur la chasse je crois. Sur la chasse absolument, alors en fait il y a un président de fédération de chasse dans la liste de Valérie Pécresse. Il n'y en a pas qu'un, il y en a beaucoup et c'est l'ASPA, c'est Pierre Rigaud, ils avaient montré ça. Exactement. Il y a dans plein de listes, que ça soit PS comme de droite, ouais. Des présidents de fédération dans les listes régionales souvent parce que c'est là où se joue aussi les enjeux économiques avec les départementales et régionales. Tu dois savoir tout ça, Myriam. Oui, d'ailleurs, c'était une des conditions du parti animaliste pour conclure ou pas une alliance avec une liste. Il fallait qu'il n'y ait pas du tout de chasseurs ou de pro-corrida sur les listes. Parce que c'est vrai que j'ai pas annoncé, on a l'honneur d'avoir Muriel Fusil du parti animaliste. Merci. Et Alexandra Blanc, de rien, de Vegan Impact. Merci d'être venus à vous deux. Merci à toi. Et on aura des témoignages de leur parcours militante. Vous verrez, c'est super. Alors, très rapidement pour terminer là-dessus, en fait, un président du Fédération de chasse, c'est le fameux Benoît Chevron, qui est le colisteur numéro 12, je ne sais pas si on dit colisteur, je ne sais plus, numéro 12 de Seine-et-Marne. Et donc c'est assez intéressant parce que c'est fait de manière un petit peu fourbe, si je peux me permettre, parce qu'ils ne sont pas annoncés en tant que en tant que président de fédération de chasse, et pourtant quand on vérifie un petit peu les listes électorales, on se rend compte qu'il y a des personnes qui sont justement dans les intérêts des chasseurs, et ce n'est pas pour rien qu'ils font partie de ces listes aussi, puisque les présidents de région accordent aussi des avantages, notamment des subventions, donc il y a quand même des conflits d'intérêts, c'est important de mettre ça en avant justement. Bon, tu nous fais une super transition avec la chronique de Corentin. Corentin, tu voulais nous parler de la chasse d'été. Exactement, donc bonsoir à tous, bonsoir mes amis, bonsoir Muriel, bonsoir Alexandra. Donc du coup, oui, je voulais vous parler de la chasse d'été, car effectivement, donc, la période habituelle de chasse va de septembre à mars. Et depuis peu, en fait, suite à un décret qui est passé, en fait, et qui parle, en fait, donc, du coup, de la maîtrise de la population des grands gibiers ainsi que de leurs dégâts, grâce à ce décret, on peut anticiper les ouvertures de chasse. On peut étendre les périodes de chasse. Et donc, c'est auquel on est confronté depuis le 1er juin avec les tirs d'été. Avant, on pouvait que chasser de... Quelle date à quelle date? De septembre à mars. Ah d'accord, on ne pouvait pas l'été. Il fallait des arrêtés particuliers obtenus auprès des préfets pour pouvoir étendre une période ou l'anticiper, ou anticiper son ouverture. Et là maintenant, depuis un an et demi en gros, open bar. C'est devenu vraiment dans tous les départements de France, à l'échelle nationale, officiel dès le 1er juin. Ça correspond à... ça comporte toutes les espèces et tous les types de chasse ou comment ça se passe? Absolument pas. Donc les espèces ciblées sont donc les grands gibiers, donc chevreuil, daim et sanglier. Et donc du coup, la chose assez vraiment perverse qui a été rajoutée en plus de ce décret-là, c'est un alinéa au Code de l'environnement qui permet en fait à toute personne qui est autorisée donc de chasser pendant cette période anticipée, donc dès le 1er juin,
de pouvoir tuer du renard en fait dès qu'il en voit. C'est pour ça qu'on compte vraiment sur vous tous pour qu'on arrive ensemble à faire déclasser un maximum d'animaux de cette liste qui est vraiment immonde. Et on m'avait dit que c'était pas tous les types de chasses, seulement celles à l'affût. Exactement, c'est uniquement les chasses à l'affût et à l'approche. D'accord. Et ouais, vas-y. Oui, en fait, on voit là que les chasseurs, ils essayent de tout faire pour étendre les périodes de chasse, parce qu'il y a une érosion en fait de leur population de pratiquants, et donc ils essayent par tous les moyens. Donc en fait, pendant 10 mois et demi maintenant, il y a de la chasse, et ce qui fait que nous, quand on veut se promener, on a de moins en moins de périodes dans l'année où on peut se promener sans entendre des balles siffler partout. Et pour les animaux, c'est terrible parce que eux aussi, ils sont perturbés par la chasse des mois de plus. En plus, l'été, les animaux ne sont pas encore sevrés. Donc, déjà qu'il y a de la présence humaine avec plus de promeneurs pendant l'été. En plus, il y a des balles et voilà. Exactement. Belle transition, tu voulais nous parler des habitants. Justement, on voulait parler justement de ceux qui habitent à la campagne, donc des ruraux et des néo-ruraux, parce que donc le monde de la chasse veut se faire passer pour représenter ce monde-là, alors que réellement les habitants de la campagne n'en peuvent plus, on peuvent plus de cette pression exercée tout au long de l'année sur cette faune et sur cette flore, et surtout voilà, on en marre de ne pas pouvoir aller profiter de la nature. On est quand même le seul pays au monde a priori à pouvoir chasser du lundi au dimanche pendant la période de chasse. Quand on prend en compte vraiment toutes les pratiques différentes, plus de 90 espèces, dont une soixantaine d'oiseaux qui sont quand même sur la liste d'espèces qui sont susceptibles d'être en danger d'extinction ou autre. Donc voilà, c'est vraiment une aberration. Cette pression est vraiment trop forte sur la biodiversité aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut se rapprocher de différents collectifs qui sont très engagés sur le terrain. On a l'ASPAS, on a AVA, on a les Amis des Bois, Rassemblement Anti-Chasse, etc., etc. On peut les aider dans leur campagne, donc voilà, en signant leurs pétitions, en étant à leur côté. Et surtout, ce qu'il faut, c'est faire pression auprès des décisionnaires. Donc voilà, je vous demande de contacter vos préfets, vos maires, vos élus. Pour en finir avec tout ça, il faut écourter ces périodes complémentaires, il faut arrêter cette pression permanente toute l'année sur cette biodiversité et surtout en finir avec ce classement des animaux qui sont nuisibles. Je te vois énervé, Corentin, mais tu as un truc positif à nous donner quand même. Bien sûr, c'est quelque chose qui me touche profondément, tu le sais. En plus, on parlait juste avant justement de Seine-et-Marne et donc du coup, on a un élu pro-chasse dans ce département. Donc ça ne va pas encore faciliter nos affaires ni celles de tous ces individus. Et donc oui, je voulais finir avec une note positive. Donc pour vous dire qu'il y a des collectifs qui se battent pour racheter d'anciens parcs de chasse et de montrer qu'on peut aller vers une transition avec des pratiques qui sont non létales pour réguler les espèces et donc qui pourront être de magnifiques exemples duplicables par la suite. Et là, tu étais dans le Vercors, c'est ça ? J'étais dans le Vercors, exactement. Ok. Voilà. Et donc c'était vraiment magnifique et donc il faut vraiment donner de la force à tous ces collectifs et à ces projets-là. Ok, alors Harry, toi, est-ce que tu as d'autres nouvelles ? Parce qu'après les mauvaises nouvelles de Corentin, on veut des trucs un peu positifs, s'il te plaît. Positifs notamment sur la chasse, en fait. Là, on reste dans le domaine de la chasse. C'est le Conseil européen, c'est le Conseil d'État, qui est quand même la plus haute instance juridique en France, a déclaré qu'il est illégal de chasser à la glu. La chasse à la glu, qui est une tradition absolument grotesque, qui est plutôt pratiquée dans le sud de la France. Et puis, on a demandé en fait à la juridiction pour savoir s'il était vraiment illégal. Et en effet, le Conseil d'État a décrété la semaine dernière qu'il est illégal de pratiquer cette chasse. Ouais, super. Toutes les grosses têtes du monde de la chasse, d'ailleurs, sont montées au créneau pour dire que c'était une aberration, alors que ce sont des pratiques vraiment d'un autre âge. Ouais. Une autre petite nouvelle ? Oui, une autre nouvelle. Alors, c'est plus sur l'expérimentation animale. Il y a eu une semaine d'action contre le test de Botox sur des animaux. Ça fait 10 ans qu'on teste sur des animaux et notamment les souris du Botox. Du coup, voilà, il y a eu une semaine d'action et notamment One Voice, l'association One Voice. Semaine d'action européenne. Européenne, exactement, oui, j'ai oublié de le préciser. Et One Voice, l'association pour la défense des animaux, a été la représentante de cette cause, en tout cas de ces semaines d'action en France. Ouais. Exactement. En parallèle, toujours sur l'expérimentation animale, on a une compagnie aérienne qui s'appelle Senator International Air Freight qui a annulé en fait ses vols suite à des déclarations d'animaux vivants qui étaient dans ces vols. Et ces animaux vivants, c'était des chiens qui étaient destinés à des laboratoires français. Alors voilà, il y a eu aussi une pétition, il y a eu des demandes en fait à ces avions d'arrêter d'effectuer ces vols. Et la compagnie a décidé en effet d'annuler ces vols. Voilà. Super. Donc c'est des bonnes nouvelles quand même. Donc, donc le fait, alors je précise aussi, excuse-moi, de faire des actions, signer des pétitions, tout ça
aide en fait, et ça marche. Des fois on le voit pas et on croit pas, mais en fait ça marche. Que des transitions, que des passes. Maintenant, on parle de l'expérimentation animale avec Astrid. Et oui, tout à fait. Ouais, alors. Donc moi, je vais parler d'expérimentation animale, mais là, on va revenir sur le côté cosmétique. D'accord. Et en fait, je voulais en parler aujourd'hui parce que, eh bien, c'est l'été et normalement, en été, on est censé utiliser des crèmes solaires, même si en même temps, en ce moment, on n'en a pas trop besoin. Super. Mais il faut savoir que les crèmes solaires font partie des produits les plus testés sur les animaux. Alors. Déjà, ce que je savais pas, moi, quand tu as fait ta chronique, c'est qu'il y a des tests pour les animaux médicaux et pour les tests médicaux, quoi, et pour la cosmétique. C'est pas les mêmes animaux, c'est pas les mêmes réglementations. C'est ça. C'est pour ça que là, je vais parler uniquement des cosmétiques parce que la législation n'est pas la même et parce que les animaux utilisés ne sont pas les mêmes. Notamment, là, on parlait de beagle, etc., de chiens pour l'expérimentation médicale. Ils ne sont pas utilisés pour la cosmétique. Donc, je parlerai un petit peu plus tard des animaux utilisés. Et moi, on m'avait dit qu'en Europe, on avait arrêté les tests sur les animaux pour la cosmétique. C'est ça. Alors ça, c'est pareil, je vais en parler un petit peu plus tard, mais d'abord, une bonne nouvelle avant de descendre un petit peu le moral. La bonne nouvelle, c'est que depuis le 1er mai 2021, en Chine, les tests cosmétiques ne sont plus obligatoires pour les produits importés. Mais la petite nuance, c'est que ça ne concerne que les produits d'utilisation courante. Ouais. Et les écrans solaires ne rentrent pas dans cette catégorie. Ils font partie des produits dits spécifiques qui sont encore soumis à des tests obligatoires. Et ça, c'est une super nouvelle parce que, en fait, avant, les marques ne testaient plus, je crois, bon, tu vas nous expliquer, pour l'Europe, mais testaient quand même pour rentrer dans les marchés chinois, dans les marchés internationaux. Bah oui, c'est ça. Et du coup, voilà, moi j'ai une petite question, un petit jeu pour vous. Est-ce que, à votre avis, en France et en Europe, est-ce que les tests sont interdits, les tests sur les animaux sont interdits pour les produits finis et pour les ingrédients ou pas? J'aimerais te dire oui. En théorie, oui, je pense. En théorie, niveau oui. européen, en tout cas. Et ben en fait, là où c'est un petit peu particulier, c'est que c'est les deux. C'est-à-dire que en fait, les tests sur les animaux sont interdits uniquement comme argument pour prouver que le produit est inoffensif ou qu'il est hypoallergénique, etc. Ce qui explique que les marques ont tout à fait le droit de tester pour rentrer sur d'autres marchés, notamment sur les marchés chinois, mais elles n'ont pas le droit de se servir de ça comme argument pour dire que leur produit est inoffensif pour la santé ou qu'il est hypoallergénique ou quoi que ce soit. Mais ils testent quand même, on teste quand même donc plus pour les marchés, mais on teste parce que les produits peuvent être nocifs pour les travailleurs. C'est ça. Il y a une petite nuance en plus, c'est qu'il y a la réglementation REACH. Donc REACH, ça fait partie des règlements européens. Et donc ça, c'est spécifique aux produits dits chimiques. Donc il y a certains ingrédients qui font partie des cosmétiques qui sont obligatoirement testés sur les animaux parce qu'on est censé prouver par ces tests, donc avec des gros guillemets, que ces ingrédients sont inoffensifs pour les employés qui travaillent à leur contact. D'accord. Alors, est-ce que tu as quand même des bonnes nouvelles, des choses à nous... Alors, j'ai quelques bonnes nouvelles, mais avant les bonnes nouvelles, on va quand même parler des tests en eux-mêmes et des animaux. Ok. Donc, les animaux utilisés pour les tests cosmétiques, ce sont des rats, des souris, des lapins et des cobayes. D'accord. Les cobayes, si jamais vous ne savez pas, c'est des cochons d'Inde, tout simplement. Donc déjà, leurs conditions de vie, en général, ne sont absolument pas adaptées à ces espèces, puisque ce sont des espèces qui sont sociables, qui ont besoin d'énormément de stimulation. Et donc, forcément, en laboratoire, ils vivent dans des cages isolées, sans aucune stimulation. Donc, c'est déjà de base, c'est de la maltraitance. Et en plus, les tests, comme on le sait, sont extrêmement cruels. Je vais juste vous donner 2 exemples de tests qui sont effectués. On peut prendre des femelles gestantes, donc on les rend enceintes exprès pour ça, et on les nourrit de force avec un ingrédient cosmétique pour vérifier, ensuite pour les tuer, les disséquer et vérifier l'effet que l'ingrédient a sur le fœtus ou pas. D'accord. Voilà, donc c'est absolument atroce. Et un deuxième type de test qui est très courant et où on voit pas mal de photos justement de ces tests-là, c'est les tests dans les yeux. Donc en fait, comme en cosmétique, ça peut arriver que nous-mêmes, on se mette du produit dans l'œil, du savon ou des choses comme ça. Ils mettent des produits de force dans les yeux des animaux pour vérifier l'effet que ça aura. Donc évidemment, les animaux sont immobilisés dans des cages de contention pour ne pas qu'ils se débattent, pour ne pas qu'ils se frottent les yeux. Et ça, il y a pas mal de photos qui tournent. Voilà, on voit souvent les lapins avec les yeux rouges, injectés de sang, avec encore du produit autour. Mais donc voilà, c'est absolument atroce. C'est la science du Moyen-Âge, quoi, encore. C'est ça. Et d'autant plus que ça n'est absolument pas efficace, puisqu'il existe des méthodes alternatives qui sont bien plus efficaces. Et on sait très bien que les animaux ne réagissent pas forcément de la même façon que nous. Par exemple, on a le chocolat qui peut être extrêmement toxique pour des animaux et qui pour nous ne l'est pas, et vice-versa, il peut y avoir certains ingrédients qui ne sont pas toxiques pour les animaux et qui peuvent l'être pour
pour nous. Donc c'est une aberration qu'on en soit encore là, à tester sur des animaux aujourd'hui, mais malheureusement, c'est toujours le cas. Est-ce qu'il existe des alternatives ? Et oui, heureusement. Voilà, aujourd'hui, on vous apporte aussi des solutions au Journal de la cause animale. Et donc, là, je vais vous parler de la boutique Vegani, qui est une boutique 100% vegan et 100% cruelty-free, donc c'est-à-dire rien n'est testé sur les animaux. Et notamment au niveau des crèmes solaires, ils ont une gamme de crèmes solaires, ils ont 4-5 produits solaires qui sont garantis non testés sur les animaux, garantis 100% vegan, et qui sont également sans nanoparticules. Les nanoparticules, ce sont ces toutes petites particules qui sont très mauvaises pour les coraux, qui sont très mauvaises pour nous parce qu'elles rentrent dans la peau. Donc voilà, comme quoi le véganisme, c'est bon pour les animaux, c'est bon pour l'environnement et c'est bon pour les humains. Super. Bravo. Excellent. Harry, je crois que tu avais une bonne nouvelle aussi sur la cosmétique. Ouais. Alexandra, Muriel, est-ce que vous connaissez The Body Shop ? Oui, c'est assez connu. The Body Shop, ils proposent des produits cosmétiques. Justement, on parlait des produits cosmétiques. Ils ont fait une annonce pour avoir un objectif d'être à 100% vegan en 2023. Voilà, c'est une magnifique nouvelle. Ils ont déjà une gamme à 70%, je crois, de gamme vegan, et ils décident de l'être à 100%. Yeah. Une autre petite. Une autre nouvelle, Canada Goose. Alors je pense que ça a été la nouvelle de ce mois-ci, parce que voilà, je pense qu'on a pas mal toutes et tous manifesté contre la fourrure. Et notamment Canada Goose, qui sont quand même les leaders du parka, et notamment avec cette fameuse fourrure tout autour de la capuche. Donc ils ont décidé d'arrêter de proposer de la fourrure dans leur gamme de produits, ce qui est une énorme nouvelle en soi. Voilà. Super. Alors c'est pour bientôt, hein, c'est pour 2021, voire 2022 maximum. Impec. Et tu voulais nous parler d'une super équipe de foot aussi. Oui, justement, on est en période de l'Euro. Yes. Alors je veux pas forcément rappeler un petit peu qu'on n'est pas, on est déçus. On est plus conviés. On est plus conviés. Mais ce qui n'empêche que ça peut être sympa de regarder un petit peu l'évolution de chaque équipe en Europe. Oui, alors il y a une équipe 100% vegan. Alors c'est une équipe ça va plaire à Alexandre. Ouais, vous aimez bien le foot, ouais. Ça, je sais pas, non, mais qu'il soit 100% vegan, super. Ça va montrer que y a des sportifs qui peuvent être vegan et en parfaite santé. Exactement. Et du coup, vous allez commencer peut-être à regarder le foot. Alors, c'est une équipe qui se trouve au Royaume-Uni, et c'est une équipe qui se dit écolo, donc forcément écolo, forcément vegan. Elle s'appelle The Forest Green Rovers, qui veut dire les routiers de la forêt verte. Voilà. Super. Et ils sont quand même à l'équivalent en Royaume-Uni en Ligue 2, donc c'est quand même une équipe plutôt bien cotée. Vous avez vu comment on travaille bien au Journal de la cause animale, nouvelle transition avec du divertissement. Et là, on va parler d'un divertissement qui n'en est pas un, la corrida. La corrida, là, la période d'été, c'est là où les corridas reviennent. Les arènes ouvrent leurs portes. Est-ce que tu peux nous faire un petit topo sur la corrida et nous expliquer, c'est le dossier du mois. Oui, c'est parti. Donc effectivement, la corrida, la saison en France, c'est à peu près de mai à septembre. Donc il faut savoir que chaque année, près de 1000 taureaux sont tués en France dans les arènes. Donc ça, c'est le chiffre officiel. À ça, il faut ajouter tous les taureaux qui sont tués pendant les entraînements, dans les élevages privés, etc. Et alors qu'en fait, selon un sondage qui date du début d'année, on est quand même 75% en France à vouloir l'abolition de la corrida. Yes. Donc voilà, ça c'était pour poser un peu le décor. Super. Et comment ça se passe pour les taureaux avant de rentrer en corrida ? C'est des taureaux spéciaux ? Comment ça se passe ? Oui, alors effectivement, avant une corrida, donc déjà il y a une présélection génétique pour sélectionner des taureaux qui sont plus adaptés pour ce genre de spectacle, entre guillemets. Et de la même manière, en fait, on modifie leur alimentation. Donc au départ, les taureaux, c'est des herbivores, donc complètement inoffensifs, pas destinés à charger qui que ce soit. Donc on les modifie pour avoir une alimentation plus riche, plus grasse, pour qu'ils aient plus de difficultés à se déplacer et qu'ils soient moins vifs et alertes. Ouais, on m'avait dit que génétiquement, je sélectionnais ceux qui avaient des plus gros coups, qui étaient un peu plus gros, mais peut-être moins méchants. Alors que pour que ça soit plus facile et que ça soit plus impressionnant, tu vois. Voilà, il y a toute une série effectivement de sélections et même de tests. En fait, à un moment, on les teste dans les arènes aussi, donc pour voir comment ils réagissent par rapport à l'agressivité et est-ce qu'ils sont suffisamment... Parce qu'il ne faut pas non plus qu'ils soient tout mous, sinon parce qu'il faut quand même du spectacle. Donc en fait, leur attitude défensive, elle est jugée dès en amont, en fait, dans les tests des élevages. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que... On leur entaille les oreilles à vif et on les marque au fer rouge. Donc ça, c'est juste pour l'identification, pour voir de quel élevage ils proviennent. Et donc, et donc après tout ça, en fait, il y a aussi la question du transport
qui est très fatigante pour eux parce que la plupart du temps, ils viennent d'élevages qui proviennent d'Espagne. Donc ça peut durer 2 jours. Ils sont dans des caissons de 2 mètres carrés, ils ne peuvent pas se retourner, etc. En période de pleine chaleur, je vous évite les détails. Donc voilà, donc ça c'est ce qui se passe avant. Et puis avant, il y a aussi des fois des pratiques pas trop connues. Voilà, exactement. Il y a une pratique qui s'appelle l'afeitado, donc qui n'est pas systématique mais qui est quand même apparemment bien pratiquée, qui consiste à couper à vif le bout des cornes et à remplacer ce qui manque par de la résine. En fait, il faut savoir que les cornes, c'est comme nos dents, elles sont innervées. Donc la douleur pour le taureau, elle est là, elle est immense. Et c'est ce qui va faire aussi qu'il va hésiter à s'en servir après pour se défendre. Et c'est ce qui va faire aussi que le toréador aura moins de risques en fait par rapport... voilà. Toujours plus de lâcheté. C'est ça. Okay. Alors explique-nous maintenant comment ça se passe une corrida. Oui. Combien de taureaux, assez rapidement. Alors on va continuer à descendre en enfer. Donc une corrida, c'est une tragédie en 3 actes. Ouais. Ça dure 20 minutes. On pourrait croire que c'est court, mais pendant 20 minutes... Taureau, hein. Pour chaque taureau, voilà. Et il y a 6 taureaux. Et on a 6 taureaux qui vont se suivre les uns après les autres voilà, dans l'arène. Donc 3 actes. Donc le premier, ça s'appelle, il y a des noms, il y a toute une belle communication sur le langage des toréadors. Donc le tertio de pique ou châtiment, ils appellent ça déjà châtiment. Donc là, c'est... Les picadors qui... Voilà, c'est ça. Sur les chevaux. Donc cette étape, elle est à cheval. Et elle consiste à planter des longues piques dans des endroits très précis. Ça s'appelle travailler le taureau. Et on n'oublie pas les chevaux. Voilà, exactement. Les chevaux qui très souvent sont blessés ou meurent par éventration, hein, tout simplement. Voilà, donc ça c'est la première étape. Allez, deuxième étape. Le deuxième, c'est le tertio de banderilles. Donc les banderilles, c'est les petits harpons de 5 cm de long qui sont ornés de fleurs multicolores pour faire joli pour le spectacle. Yes. Donc il y a 3 paires de banderilles. Et là, le but, c'est de faire évacuer le sang pour pas qu'il y ait une hémorragie interne, pour pas que le spectacle se termine trop tôt. Et puis pour l'affaiblir aussi. Voilà, on continue. On prépare le 3e acte, donc, qui s'appelle le tertio des morts. Donc là, c'est au sol. Donc ça, c'est dans les corridas dites espagnoles, c'est la majorité des corridas. Donc là, c'est le matador, hein, ce qui veut dire tueur en espagnol, qui entre en scène et qui va porter le coup fatal, qui dirige déjà le taureau avec son tissu rouge, etc. et qui va lui planter son épée dans le garrot. Donc là, ça peut prendre aussi un certain temps. Si ça ne marche pas du premier coup, il y a d'autres alternatives pour que le toréador, pour que le matador arrive à son but, et voilà. Alors moi, on m'avait dit que la corrida, ça faisait pas très longtemps. En fait, on nous fait croire que c'est une tradition, mais historiquement, c'est pas si vieux. Tu peux nous faire un petit topo rapide ? Oui, alors je vais faire rapide. En France, la première corrida a lieu au 19e siècle. En fait, c'est Napoléon III qui voulait faire plaisir à sa femme qui venait d'Espagne. Donc, il a organisé une première corrida. Mais en fait, c'était déjà interdit à ce moment-là. Sauf que ça a été interdit pendant 1 siècle, mais l'État n'a jamais mis en pratique la loi. Okay. Donc il n'y avait pas de punition, rien. Et donc sous les lobbies, les députés du Sud, etc., ils ont légalisé cette pratique. D'accord. Donc c'est complètement absurde. Là, on se rend compte qu'en fait, en France, dans 12 départements, c'est autorisé. Et alors que dans le reste de la France, c'est interdit. C'est punible de 30 000 € d'amende et de 2 ans d'emprisonnement. Voilà. Donc, en fait, leur prétexte, c'est la tradition ininterrompue. C'est ça. Voilà. Sauf qu'il suffit de prouver, donc il n'y a pas du tout de tradition, il suffit de prouver que les citoyens d'une ville ont un intérêt à ce genre de pratique, donc que ça les amuse, qu'il y a du chiffre d'affaires, etc., pour cautionner, en fait... Et ça a même été déclassé de patrimoine de l'humanité. Oui, ils ont essayé, oui. Oui, c'était au patrimoine culturel et matériel de la France. Et en fait, il y a une action en justice qui a été engagée par le CRAC Europe. Et droits des animaux. Oui, j'allais dire. J'étais en train de le dire. Et droits des animaux. Et ils ont gagné devant la cour administrative d'appel. Et donc, le classement est considéré comme n'existant plus. Et toi, tu as sauté dans les arènes, je crois. Bah oui, parce que comme en fait, on le voit, la corrida, c'est abominable. Il ne devrait même plus y avoir de débat aujourd'hui pour ou contre la corrida. On sait très bien ce que c'est. Et on sait aussi que 75% des gens sont en contre, y compris dans les zones taurines. Donc c'est vraiment très très frustrant de voir que les années passent, que les propositions de loi qui sont déposées par les députés ne sont jamais débattues ou inscrites à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Même pour la PPL animaux, la corrida est considérée comme n'étant pas vraiment dans le sujet. Donc on l'a expulsée. Même dans le référendum, parce que... Oui.
Donc, et puis, on pourrait également imaginer des référendums, justement, dans les villes taurines, puisque les gens, même là-bas, en majorité, ils sont contre. Mais non, il n'y a rien qui se passe. Donc, il y a vraiment un déni de démocratie qui est insupportable pour les gens comme nous, qui avons une empathie pour les animaux et qui avons du mal à supporter qu'on puisse se délecter de leur souffrance. Donc, tout ça, ça crée de la frustration. Et dans une démocratie, quand il y a une panne comme celle-là, il y a des gens qui vont avoir envie de se lancer un peu dans la désobéissance civile parce que c'est tellement frustrant. Et c'est dans ce cadre que en 2011, il y a une action, l'action de Rodilan, qui a été organisée par la Fondation Brigitte Bardot, Animaux en péril, Droits des animaux, le CRAC Europe. Et en fait, il y a une centaine de militants qui sont descendus dans le sud, dans un village qui est à côté de Nîmes. Et en fait, on avait constitué 2 groupes. Le premier était dans les gradins, était censé faire diversion et agiter des banderoles pour permettre au deuxième groupe, dont je faisais partie, de sauter dans l'arène. Donc, on a réussi à sauter dans l'arène, on a couru, on a formé une chaîne humaine. Et on s'est attaché avec des chaînes. Et là, on était hyper contents parce qu'on ne pensait pas arriver aussi loin et on voulait à tout prix empêcher le massacre des taureaux. C'était ça l'objectif, tenir le plus longtemps possible au centre de l'arène pour que le massacre n'ait pas lieu. Et là, il y a tous les aficionados qui sont descendus des gradins pour nous lyncher. Et pendant 35 minutes, on s'est fait taper dessus. Sous les yeux du maire de Nîmes, sous les yeux du maire de Rodilan, sous les yeux de la police municipale. Et puis, on a été sortis. Ça s'est terminé avec un procès où 18 aficionados sont passés devant le tribunal correctionnel. Il y a eu 2 condamnations à de la prison ferme. Une personne a eu 6 mois de prison ferme, une autre 2 mois de prison ferme. Après, c'était des peines de prison avec sursis. Le maire de Rodilan a eu 1 500 € d'amende. Et le jeune homme qui m'avait traîné par terre a eu 600 € d'amende aussi. Enfin, quand on avait des preuves en images, de toute façon, c'était un peu incontestable. Je crois qu'il y a un reportage bientôt qui sort sur cette question. Oui, c'est Aurélien. Aurélien qui a décidé, comme c'est le 10e anniversaire de cette action qui a eu lieu le 8 octobre 2011, il a donc décidé de retrouver les personnes qui avaient participé et il en a retrouvé quelques-unes et il y en a qui ne voulaient pas témoigner, mais il a quand même réussi à avoir des témoignages, donc il va sortir une vidéo souvenir en octobre et voilà. Et du coup, quelle est l'actualité maintenant au niveau corrida dans cette ville ? Pour moi, c'est toujours, à ma connaissance, c'est toujours le statu quo. Enfin, il y a eu d'autres actions. D'ailleurs, toi aussi, Alexandra, tu as été dans les arènes. Tu as sauté aussi. Ouais, moi aussi, je faisais beaucoup d'actions contre la corrida. On a aussi essayé de sauter pour toujours essayer d'empêcher une corrida. C'était plus symbolique. Et pareil, en fait, on s'est fait attraper direct par les aficionados qui nous avaient vraiment frappés parce que ce jour-là, on a été sortis assez rapidement. En fait, la technique, c'était, on avait prévu de mettre des petits morceaux de verre en fait dans l'arène parce que ceux qui tuent les taureaux en fait ils sont en petits chaussons, donc on s'était dit s'il y a des morceaux de verre ils vont pas réussir ils vont devoir annuler parce qu'ils vont pas se blesser, mais ils nous ont attrapés assez vite. Et puis ils ont ramassé les petits morceaux de verre et ils ont quand même été tués des taureaux et en fait ce jour-là c'était même des veaux, en fait c'était une noviada parce qu'il y a beaucoup de corridas mais il y a aussi des noviadas qui essaient toutes les semaines en fait en France et c'est des taureaux, on les entend hurler, ils appellent leur mère, enfin c'est vraiment horrible, c'est incompréhensible. Corrida pour les débutants avec des jeunes taureaux. Non, c'est même pas des débutants, c'est peut-être des personnes qui... De 18 ans. Voilà, mais même c'était quand même des personnes adultes qui faisaient ça, il y a un public ils acclamaient et en fait Muriel aussi a dû subir ça. En fait, les personnes dans les gradins, même quand on se faisait taper, ils sont là, ouais. Et en fait, ils adorent ça, la violence. C'est ça le problème, ils adorent. Et ça, c'était avant Vegan Impact. Oui, ça, c'était avant Vegan Impact. Oui. Tu vois, vous allez nous faire vos petites histoires chacune et chacun. On finit avec la corrida. Oui. Est-ce qu'il y a des actions bientôt ? Oui. Alors justement, samedi prochain, le 10 juillet, il y a One Voice qui, pour la première fois, lance une opération nationale anti-corrida en France, donc dans 12 villes. Donc on va vous mettre les noms des villes en commentaire. Donc ça, c'est très important. Le 25 juillet à Beaucaire par le CRAC Europe. Une autre action le 14 août à Béziers par Colbac Anti-Corrida. Et une autre le 18 septembre à Nîmes. Super. Voilà. Et si jamais vous voulez en savoir plus, parce que là, on a effleuré le sujet, il y a un livre de Sabrina Georgievska qui vient de sortir, qui s'appelle « Comme si vous y étiez », de l'association Casarata, et qui vous décrit un peu plus l'horreur. On salue toutes les associations, Corrida, CRAC, la FLAC, l'Alliance Anti-Corrida. Mocorrida, voilà, tous ceux qu'on n'a pas eu le temps de citer. Je voulais parler des écoles tauromachicques aussi, mais voilà. Il y a beaucoup de choses encore à voir sur
sur le sujet. Alors, qui de vous deux peut nous faire un petit parcours de son côté militant? Vas-y, tu avais commencé, Alexandra. Donc toi, tu as commencé à sauter dans des arènes. Non. J'ai commencé à militer, je suis devenue végane, j'ai tout de suite voulu agir, j'avais rejoint la marche pour la fermeture des abattoirs, c'est la première fois que je faisais une manif de ma vie. C'était combien de temps? Je sais pas, il y a 8-9 ans. 8-9 ans, ok. J'avais jamais fait de manif de ma vie. Moi, j'avais jamais imaginé faire une chose pareille, mais voilà, donc je suis arrivée dans la cause. J'ai rapidement fait plein d'actions. Donc à la base, tu te disais pas, je vais être militante dans ma vie, quoi. Ah non, pas du tout. D'accord. Même, je peux dire, j'étais présidente plutôt d'association. un avis plutôt péjoratif sur les gens qui militaient avant. Okay. Pour être honnête, avant. Voilà. Comme quoi on change. Et rapidement, j'ai rejoint le collectif 269 Live France. Ensuite, j'ai eu... Qui était un peu en création. Il était créé quand je suis arrivée. Ouais. Il était créé, on commençait à se faire connaître. Il faut savoir, comme il y a 8 ans, 9 ans, il y avait beaucoup moins d'associations, il y avait beaucoup moins d'actions pour les animaux. Là, on a énormément évolué, mais il y a 8 ans, oui, non, c'était pas du tout le cas. Donc j'ai rejoint le collectif 269 Live France. Après, je l'ai dirigé, entre guillemets. Voilà, on a fait pas mal d'actions. Et ensuite, pendant ce temps-là, justement, parce qu'on était collectif et pas association, je me suis permise de faire pas mal d'actions en tant qu'activiste, donc la lutte anti-corrida, des choses contre la chasse, etc. Okay. Et puis après, j'ai voulu aller un petit peu plus loin parce que je me suis rendu compte que malheureusement, beaucoup de personnes n'étaient pas sensibles à la cause animale. Et je me suis dit, les gens, pour qu'ils deviennent véganes, en fait, même si pour moi, c'est évident que c'est pour les animaux, il y en a, ils le sont pour l'environnement ou pour leur propre santé. Moi, je me suis dit, bon, bah, tant mieux, en fait, qu'on va axer là-dessus, en fait, comme on a les arguments, justement, pour... Avec nous. Voilà, ils sont avec nous, parce que personnellement, même si, voilà, il n'y avait pas tout ça, je le serais quand même. Et du coup, je me suis dit, bon, moi, je vais créer une autre association parce que le collectif 269 Live France, il y a une charte un peu parce que c'est dans tous les pays. Oui. Donc je me suis dit, bon, bah, je vais... centré surtout sur les animaux, pas trop sur l'environnement. Voilà, et je voulais en parler. Du coup, j'ai délégué le 269 Live France qui existe toujours. Puis il y avait des histoires aussi un peu en interne. Mais voilà, il y avait quelques histoires, mais avec voilà. 269 Libération Animale, mais bon, on va laisser tout ça de côté. On laisse, c'est pas... Mais voilà, le vrai but, j'avais prévu dans tous les cas de changer et d'essayer de faire autrement, de militer autrement. Donc 269 Live France existe toujours, ils font toujours des actions, donc je soutiens à fond, enfin comme toutes les assos. On les salue, on les soutient. Ouais. Et du coup, oui, j'ai lancé Vegan Impact en accent sur les animaux et en faisant sur la santé, l'environnement, montrer qu'on pouvait être vegan pour d'autres raisons que les animaux, pour ceux qui n'en ont strictement rien à faire des animaux. Et à savoir que quand même les personnes qui sont véganes pour l'environnement ou même pour leur santé, ils sont beaucoup plus sensibles après à la cause animale. Bien sûr, c'est un premier pas des fois. Par exemple, quand je dis vegan pour leur santé, c'est plus être végétalien, mais après ils vont se dire peut-être je vais pas apporter de la fourrure. J'ai même une copine qui allait dans les corridas et qui ensuite elle a vu que pour la santé elle pouvait être végétalienne et en bonne santé. Voilà, elle était sensible. Même que ça devienne des militantes ou des militants encore plus impliqués parce qu'ils ont un peu honte d'avoir commencé pour la santé ou par l'environnement et après ils deviennent... c'est vrai, il y a beaucoup de militants qui sont pour l'environnement et qui nous rejoignent et après ça devient des vrais activistes et ils se rendent compte en fait de tout le mal qu'on fait aux animaux et voilà, ils veulent pas contribuer, ils veulent lutter. Muriel, ton petit parcours, comment t'as commencé? Toi aussi, ça fait très longtemps. Moi, ça fait depuis 2010. Et en fait, moi, depuis que j'étais enfant, j'étais toujours un peu révoltée par la façon dont on traitait les animaux. Je trouvais que c'était injuste déjà à la base. Et puis un soir, j'avais 30 ans. C'est donc le temps a passé entre enfant et 30 ans. Et en fait, j'étais en train de surfer sur Internet et je suis tombée sur des sites fourrure torture, stop vivisection d'Olivier. Ouais. Et je me suis dit non, mais là, c'est vraiment trop horrible. Il faut que je fasse quelque chose. Et je suis allée dans la rubrique contact et j'ai proposé de devenir bénévole. Et Olivier m'a très très vite recontacté et il m'a expliqué beaucoup de choses. Enfin, heureusement qu'il m'a répondu bien aussi sûr, vite. Hein. C'est un vrai ancien, oui. Ouais. Et donc j'ai commencé avec ces 3 associations. Est-ce qu'il en a Fourrure torture, stop vivisection et manger végétarien. Ouais, qui faisait des pique-niques. Oui. Et c'était il y a 20 ans, quoi. Et donc on tenait des stands régulièrement et donc j'ai commencé à rencontrer d'autres militants et au final j'étais tellement motivée que je suis devenue bénévole un peu dans toutes les associations. Et je me suis particulièrement investie contre la corrida et je suis devenue déléguée Île-de-France du Crack Europe. Okay. Et puis après, j'ai eu une petite période en 2014-2015 où j'ai pris un peu de recul pour des raisons personnelles, parce que j'ai eu un enfant.
Et donc, j'avais d'autres priorités. Mais j'ai continué à faire des choses, c'est-à-dire que j'écrivais des tribunes pour le Plus du Nouvel Obs. J'ai plaidé devant le jury de déontologie publicitaire contre une publicité pour la fourrure qui était parue dans Vogue. J'ai travaillé un peu avec Cap, où j'avais présenté l'élevage des visons. Donc, j'ai fait quand même quelques trucs. Mais bien sûr, je n'étais pas sur le terrain comme avant et ça me manquait. Et on s'est retrouvés. Et le jour de mon grand retour... devant Animal Expo, où j'étais avec mes petits tracts devant Animal Expo à Porte de Versailles, j'ai rencontré Amadeus. Nous, on était avec VG Partage, oui. qui n'existe plus malheureusement. Et je t'ai dit, mais moi je reviens aujourd'hui, je suis... t'étais à balle. Et au final... comme j'avais essayé les associations, la désobéissance civile, écrire des articles, fait plein de trucs et que finalement il n'y avait rien qui avait vraiment abouti, je me suis dit pourquoi ça ne marche pas, parce que en fait les politiques sont indifférents au sort des animaux et je me suis dit devenons-nous les politiques. Et justement il y a un parti qui s'était créé, le parti animaliste, donc ça m'a intéressé de travailler avec eux, puis j'ai rencontré des gens super et très sérieux et très professionnels, très engagés dans le parti animaliste, et donc j'y suis depuis 2 ans. Bon, et voilà. Ok, on reparlera d'un autre sujet qui vous concerne un tout petit peu toutes les deux, mais on va continuer avec une bonne nouvelle de Astrid pour les vacances. Et oui, du coup, après avoir parlé des crèmes solaires, on va parler des destinations de vacances, tant qu'à faire. Parce que oui, c'est possible de partir en vacances avec un hébergement 100% vegan. Donc déjà, je vais vous parler d'un site internet qui s'appelle Veggie Hotels, donc qu'on peut trouver sur internet. Alors c'est en anglais par contre, mais ça liste tous les hébergements vegan ou vegan friendly. Mais par contre, pour commencer, je vais vous parler d'un hébergement qui n'est pas listé sur Veggie Hotels, parce que c'est un écolieu. Et donc là, je vous emmène en Normandie, en Suisse normande, dans un endroit qui s'appelle Ici et Maintenant. Et donc là, c'est un écolieu qui est en train de se monter. Donc en fait, c'est de l'habitat collectif. C'est un groupe qui est en train de reprendre des anciennes fermes et de rénover ces fermes. Et on peut y aller en vacances. C'est entièrement gratuit parce que en fait, on amène sa tente ou on amène son mobil-home. Donc voilà, il faut être un petit peu baroudeur, ou c'est pour des gens qui ont éventuellement des petits budgets. Il faut être vegan obligatoirement ? Et en tout cas, là-bas, c'est 100% vegan. Donc c'est pas grave. Pour les gens qui sont pas véganes, ils ont le droit du moment que quand ils sont là-bas, ils mangent 100% vegan. Et après, sur place, il y a une petite cuisine, un four à pizza, à pain qui peut être utilisé. Il y a quand même quelques infrastructures. Mais voilà, c'est assez rudimentaire, mais c'est vraiment hyper sympa. C'est collectif, donc on rencontre des gens. Et ceux qui font Ici et Maintenant sont aussi très impliqués avec One Voice. Et donc, ils font régulièrement, dans le petit village d'à côté, ils font régulièrement des actions One Voice. Super. Un autre lieu rapidement ? Oui, je vous emmène ensuite dans les Vosges, dans le parc du Ballon des Vosges, dans une maison d'hôtes qui s'appelle La Beurate, et donc qui est 100% vegan. Donc l'hébergement, les repas sont 100% végétaliens, et la motivation du coup de Muriel qui a créé la maison d'hôtes, c'était à la fois de faire découvrir aux personnes qui sont omnivores des repas végétaliens et de leur faire découvrir que c'est bon, et également pour les personnes qui sont véganes, leur permettre de partir en vacances sans se faire embêter sur le côté bon, mais pourquoi, mais les protéines, etc. Donc voilà, une très belle motivation. Un petit dernier ou un autre encore ? Écoute, j'en ai encore 2. Est-ce que je fais les 2 vas-y, vite fait. Ok. Et ensuite, je vous emmène dans le sud-est de la France, à Orange. Donc là, c'est un gîte urbain. C'est maison d'hôtes et gîte urbain. Et donc, ça s'appelle les Jardins de la Maine. Et Thierry a eu les mêmes motivations que Muriel dans les Vosges, du coup, quand il s'est lancé. Ça a été de faire découvrir la cuisine végétalienne et de permettre aux véganes d'avoir un endroit de vacances safe, on va dire. Et donc, voilà. En plus, il y a des promotions sur le gîte en ce moment, jusqu'à moins 30%. Donc voilà. T'as une petite action sur le site internet. Alors, même pas. C'est gratuit. Ok. Non, mais on n'oublie pas que c'est vrai que les entrepreneuses et les entrepreneurs sont militants. C'est ça. Les entrepreneurs et entrepreneuses véganes sont des fois même plus militantes et militants que les militants de terrain, parce qu'ils mettent de l'argent, ils prennent du risque. Et c'est pas si facile, perdre 200 000 € parce que ça n'a pas marché. C'est ça, et puis là, vu qu'il y a eu le Covid, en plus, c'est vrai que c'est d'autant mieux de faire de la pub un petit peu pour ces gens-là qui travaillent dans le tourisme, pour qui la période a été un peu compliquée. Bravo à toi, bravo. Et le petit dernier, je vous emmène cette fois-ci dans le Pays Basque. Alors là, ça n'est pas sur Veggie Hotels non plus, parce que ce sont des séjours. Ça se passe dans une maison d'hôtes, ça s'appelle Pachayan, mais en fait,
fait, la maison d'hôte elle-même n'est pas végane. Par contre, la personne, Mathilde, qui organise ces séjours, est végane. Et donc, elle organise des semaines comme ça, 100% végane, avec des thèmes, c'est des thèmes rando, yoga et surf. Et donc, pour connaître les dates de ces séjours, il faut aller soit sur le site Instagram, soit sur le site internet. Il y avait aussi un autre truc, Surf Vegan Camp. Oui, tout à fait, le Vegan Surf Camp. Tu l'as fait, Alexandra? Non, je ne l'ai pas fait, mais si vous êtes adhérent Vegan Impact, vous avez moins 10% sur votre séjour. Les bons tuyaux. C'est parfait. Et donc voilà, là c'est dans le sud-ouest également, mais là c'est plus le côté camping. Et par contre, Pachayan, là c'est en maison d'hôte, c'est une maison basque magnifique. Donc là c'est le côté un petit peu plus cosy. MJ, toi, on aime bien que tu nous plombes l'ambiance. Allez, moi je suis là pour ça. Est-ce que tu peux nous parler des canetons? Parce qu'on a parlé la semaine dernière. Le mois dernier, on a parlé des poussins mâles dans l'industrie de l'œuf qui sont broyés, vivants ou asphyxiés. Et il faut savoir effectivement que dans l'industrie du foie gras, ce sont les canetons femelles. Alors juste pour rappel, on ne parle pas des oies, parce que les oies sont gavées aussi, mais mâles et femelles indifféremment, ils ont tous le même store. Parce qu'il y a deux types de foie gras. Il y a foie gras de canard et foie gras d'oie. Voilà, et oie, ça peut être mâle ou femelle. Alors que canard, pour avoir l'appellation d'origine contrôlée, alors c'est un autre terme, mais il faut que ce soit un foie mâle. Voilà, donc comment ça se passe? Eh bien, donc chaque année en France, il y a 46 millions de canetons qui sont élevés juste pour le foie gras. Ils naissent dans un couloir, ils sont placés dans des armoires à incubation. 214 là, en vidéo. Et une fois que l'œuf est éclos, en fait, là, on pratique le sexage. Donc là, c'est pas tout à fait les mêmes méthodes que pour les poussins. Il y a deux méthodes. Il y a l'autosexage, donc il y a certaines souches obtenues par sélection génétique qui font apparaître en fait une tache noire sur la tête des poussins mâles. D'accord, donc génétiquement, ils ont créé que sur les mâles, il y a une tache noire, donc comme ça, on les identifie et on les broie ou on les gaze. C'est ça. Et la deuxième méthode de sexage, c'est le retournement du cloaque. Donc le cloaque, pour faire simple, c'est un trou à l'arrière de l'animal qui sert en gros à tout, à pondre des œufs, à faire la reproduction, etc. Donc ça, c'est la deuxième méthode. Et donc chaque année en France, il y a 16 millions de canetons femelles qui sont tués, du coup, puisque pas utilisés. Alors oui, j'ai pas dit, elles sont pas utilisées pour le foie gras parce que leur foie est plus petit et il est beaucoup plus innervé. Donc il y a trop de nerfs, donc ce serait pas rentable et ce serait pas présentable. D'accord, c'est juste pour ça. Voilà. Donc après, les techniques d'abattage, c'est les mêmes que pour les poussins mâles. Donc c'est le broyage et le gazage par dioxyde de carbone. Donc voilà, la vidéo que vous avez vue, je pense que c'était sur le broyage. Des fois, les machines ne tuent pas directement, donc ils arrivent à être encore vivants des fois après. Voilà. Et alors vous, Vegan Impact, vous avez toute une campagne sur ça? Oui, alors on fait une campagne justement contre le broyage et le gazage des poussins et des canetons, parce qu'on entend beaucoup parler des poussins. Il y a eu un engagement, enfin vous en avez déjà parlé, mais il y a un engagement du gouvernement qui a été pris depuis 2019 qui doit mettre fin au broyage des poussins mâles d'ici la fin de l'année. Clairement, ça ne va pas arriver parce que les industriels ne veulent pas, en fait, tout simplement, alors qu'il y a des méthodes alternatives qui existent, qui sont fiables. Il y avait même une méthode, je fais vite fait, mais sur une méthode qui était offerte gratuitement, c'est la méthode Select, qui était la plus éthique pour les poussins. Mais en fait, ça coûtait quelques centimes plus cher. Donc, en fait, les industriels n'ont pas voulu, alors qu'elle était mise clairement gratuitement au couvoir, mis à disposition gratuitement par les couvoirs. Mais en fait, là, c'était ceux qui distribuent les œufs, les marques qui n'ont pas voulu en fait de vendre leur boîte d'œufs quelques centimes de plus, alors que je suis sûre que le consommateur serait OK pour payer une boîte, 2 centimes de plus. Franchement, je pense que si on informe, bon, voilà. Et du coup, on a remarqué en fait qu'il y avait très peu de personnes qui parlaient des canetons, qui sont justement, il y en a quand même 16 millions qui sont tués chaque année en France pour le foie gras. Et justement, il y a le gouvernement n'a rien dit sur eux, on les a complètement oubliés. Et justement, on s'est dit, faut pas les oublier. Il y a des méthodes de sexage, c'est la méthode Lunix qui existe, là, en fait, dans l'œuf, ils arrivent à voir les yeux des canards, en fait, et en fonction, ils savent si c'est des femelles ou des mâles, ce qui éviterait, en fait, de les faire naître juste pour les tuer, en fait. C'est juste ça, en fait, on les fait naître pour les tuer directement à la naissance, broyage ou gazage, voilà. Et donc voilà, on s'engage là-dessus, on va essayer de faire bouger les choses. Ça va être très difficile. On a pris contact avec les marques foie gras, mais clairement, du coup, c'est remonté à la filière, donc du coup, ils nous ont répondu là récemment, et ils nous ont dit que si les marques étaient d'accord pour éventuellement s'engager sur cette méthode d'ovosexage, qui quand même serait beaucoup plus simple et beaucoup plus éthique, ben justement, ils arrêteraient. Mais c'est pas sûr, ils verront l'année prochaine, et éventuellement, ça sera d'ici 2027, enfin, voilà. Et en fait, il faut savoir ce qu'ils faisaient avant le Covid.
Donc soit ils broient les canetons ou ils les gazent, ou sinon en fait ils les envoyaient en Égypte parce qu'ils disaient que voilà là-bas, et maintenant ils veulent les envoyer au Mali en fait. Donc en fait on déporte le problème ailleurs, donc même question pollution en dehors de l'éthique, c'est génial. Voilà, donc la filière en fait c'est toujours de se faire de l'argent plutôt que l'éthique. Mais bon après le foie gras, on sait que c'est particulièrement cruel. Ils les vendent à l'Égypte ou oui, parce au qu'ils Mali. se disent qu'ils vont se débrouiller avec cette sorte de foie gras par exemple. En France, c'est pas leur foie n'est pas assez bien pour la France, mais bon pour les autres pays, pour l'Afrique, il y a pas de souci. On trouve toujours un autre marché ou quoi. Donc c'est fou. Donc et voilà. alors, le sexage est interdit en Allemagne, qui est une grande puissance juste à côté de chez nous d'ailleurs. Oui, le sexage pour les poussins, les canetons non, parce que je crois pas qu'il y ait beaucoup de foie gras en Allemagne. C'est interdit, mais c'est pas imposé. Donc eux aussi déportent des poussins mâles dans d'autres pays, en Pologne notamment, pour les faire broyer ailleurs. En fait, là pour le coup, ils les utilisent pas, mais ils les broient ailleurs en fait. Tant que l'import et l'export n'est pas inclus voilà, dans la loi. Nous, on a une campagne qui est peut-être, enfin voilà, on veut exiger vraiment le mieux pour les animaux. Donc en fait, on veut interdire justement le fait, on veut que ça soit imposé l'ovosexage, qu'ils puissent pas déporter les animaux, et voilà que ça soit mis en place. Et on voulait aussi le sexage à J+7, qui est la méthode la plus éthique, où l'embryon ne ressent rien, parce qu'entre J+9 et J+11, on ne sait pas trop, justement. On pense que l'embryon commence à ressentir de la douleur. Donc, comme il y a une méthode c'est qui comme existe... un avortement, mais... Ouais, mais là, il ne ressent vraiment rien. On en est sûr à J+7. Et il y a même des méthodes encore plus tôt qui se développent. Mais non, mais les industriels, c'est de l'argent. Ils ne veulent même pas en entendre parler. Donc, le gouvernement ne fait rien. Et honnêtement, je pense qu'on va devoir aller au niveau de l'Europe pour pouvoir faire quelque chose. Ça a marché, là, comme la bonne nouvelle que tu nous as dit sur les cages. Oui, mais c'est que c'est très très long. Ouais, et là, mercredi, il y avait une action devant l'Assemblée nationale, oui, on a fait une action devant l'Assemblée, devant l'Assemblée nationale pour les poussins et les canetons. Il y avait François Ruffin qui nous a dit « Ouais, génial ». Enfin voilà, il y a quelques politiques, mais ça ne bouge pas. Sur la proposition de loi pour les animaux, il n'y a rien qui avance. Il y avait une proposition de loi au Sénat. Pareil, rien. Non, mais économiquement parlant, on peut pas faire les choses, quoi. On peut pas changer les choses. Ouais. C'est ce que eux ils disent, hein, évidemment qu'on peut. Oui, il y a un manque de volonté politique qui est flagrant, alors que la majorité des Français demandent une amélioration de la condition animale. Donc, en fait, il y a un verrouillage institutionnel qui bloque toute avancée réelle, quoi. Mais sur les poussins, ça faisait partie de la loi contre la maltraitance animale, où il y avait rien du tout sur là-dessus. Non, ils n'ont pas parlé du. Mais en fait. Ça faisait même partie des promesses de campagne d'Emmanuel Macron aux dernières élections présidentielles, comme d'autres promesses qu'il a faites d'interdire l'élevage des poules lancage, de mettre en place la vidéosurveillance dans les abattoirs. Ça fait partie des promesses non tenues qui font que Hélène Touy, au Parti animaliste, a décidé de présenter sa candidature. C'est une réponse, en fait, à l'irresponsabilité de nos gouvernants qui ne pensent qu'à court terme, qui ne pensent qu'à répondre aux besoins des plus riches, des plus influents, au détriment de tout ce qui est justice, éthique et volonté populaire. Donc là, il faut vraiment faire quelque chose parce que nous, on croit en une humanité qui est responsable. On n'est pas des tyrans sanguinaires. Donc il faut... on croit en une idée de la France qui défend les plus faibles, qui défend ceux qui ne peuvent pas se défendre, qui a la lucidité de revenir sur des pratiques, même si elles sont anciennes, dès lors qu'elles n'ont plus... que ça ne va plus, quoi. C'est exactement ce qui est... Du coup, moi, j'ai une question un peu stratégie, justement, sur le côté politique. Donc là, Hélène Touy est candidate. On se doute qu'elle ne sera pas élue présidente, même si j'aimerais beaucoup. On ne sait pas. Mais voilà, stratégiquement, du coup, quel est l'objectif de cette candidature présidentielle? C'est de porter, du coup, le sujet des animaux sur la scène politique. C'est quoi l'objectif de cette campagne? Alors, déjà, on est en train de recueillir les 500 parrainages. Donc là, ça commence plutôt bien. On a eu pas mal de maires qui nous ont contactés directement. Effectivement, l'objectif, c'est de faire de la cause animale un thème majeur de la campagne, qui soit considéré comme tous les autres thèmes importants. Et puis, de mettre la lumière... Enfin, de toute façon, ça, c'est l'objectif de base du Parti animaliste, de faire rentrer la question animale dans les questions politiques. Et là, on veut la faire rentrer dans le débat des présidentielles. Okay. Et puis créer un contre-pouvoir. C'est-à-dire qu'après, avec les voix qu'on aura...
Bien sûr, c'est aussi influencer les programmes des autres partis, les obliger à regarder. Alors bien sûr, leur intérêt, il est plutôt opportuniste, comme on le voit, et ça les mène à faire des promesses qui sont non tenues. D'ailleurs, comme par hasard, je crois que c'est aujourd'hui ou hier, il y a des députés En Marche qui ont évoqué l'idée de mettre en place un défenseur des droits. Et comme par hasard, ça arrive 2 jours après l'annonce de la candidature à la présidentielle. Donc c'est pour faire semblant de s'intéresser à la question et prendre tous les citoyens et les citoyennes pour des imbéciles, alors qu'on sait très bien qu'une fois au pouvoir, de toute façon, ils y sont au pouvoir là. Donc s'ils veulent faire quelque chose pour les animaux, qu'ils le fassent maintenant. Ou s'ils avaient voulu. Et qu'ils l'auraient fait avant. Donc bien sûr, ça c'est quelque chose encore pour faire croire, mais ils ne feront rien, et si on veut que quelqu'un fasse quelque chose, ce sera quelqu'un du parti animaliste. Et du coup, une question par rapport à ça, là du coup la candidature d'Hélène Touy, est-ce que à ton avis ça va faire avancer le fait que la loi contre la maltraitance n'a toujours pas été débattue au Sénat, et voilà, là on demandait que ce soit débattu au Sénat, est-ce que à ton avis ça va accélérer un peu le mouvement? J'espère, en tout cas nous on a fait encore une action, on va faire une action le 7 on va pour justement demander l'inscription, parce que c'est devant Matignon. Oui, on a voulu être pas très loin de Matignon, dont on sera vers la rue de Grenelle et l'esplanade des Invalides. Le 7 juillet, mercredi. Le 7 juillet à 16h, si vous voulez Parce venir. En fait, donc pour résumer, tant que ça n'est pas passé au Sénat, ça n'est pas une loi, ça reste une proposition de loi. Oui, donc en fait, il se c'est passe rien là. Oui, en fait, il y a une navette, ça passe d'abord à l'Assemblée nationale, après ça passe au Sénat, après s'il y a des désaccords entre les deux, il y a des commissions mixtes paritaires, mais en définitive, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot, donc il faudra que ça revienne à l'Assemblée nationale, et tout ça avant la fin de la mandature, puisque l'année prochaine, il y a les élections législatives, et donc tout va repartir à zéro. Parce que je crois que si ça se passe pas avant, en fait, ça peut très bien passer sous le tapis. Bien sûr, c'est d'ailleurs l'objectif. Je pense, excuse-moi d'avoir coupé, c'est d'ailleurs l'objectif, je pense, de ceux qui ne l'inscrivent pas. On sait que le Premier ministre a le pouvoir de l'inscrire. Pourquoi tous les gens ne font rien? C'est parce qu'en fait, ils n'ont pas envie que ça change, parce qu'ils sont à la botte des lobbies, et que voilà. Et sinon, par rapport au score qu'on voudrait faire pour les présidentielles, en tout cas, on est très optimiste, et on pense qu'on espère faire beaucoup mieux que ce qu'on avait fait aux européennes, c'est-à-dire 2,17%, parce qu'à l'époque, on n'était pas du tout connus. Là, on a gagné en notoriété, on a gagné en image aussi, puisqu'on a eu 11 élus aux élections municipales l'année dernière, notamment grâce à des alliances avec des listes de droite et de gauche, puisqu'on est un parti transpartisan, donc aussi bien de droite comme de gauche. Et là, on a eu Non, nous dis pas tout. Bon, allez, vas-y. Pour les régionales. Oui. Oui, c'est... Pour les régionales, on a eu notre premier élu, notre premier conseiller régional la semaine dernière, grâce à une alliance en Ile-de-France qui avait suscité pas mal de questions, et parce qu'on s'était allié avec la France Insoumise au premier tour, et ensuite on a rejoint la liste de Julien Bayou au deuxième tour, et donc on a pu avoir ce conseiller régional. Ça prouve qu'on a eu raison d'y aller, et voilà, et c'est une progression qui est quand même assez impressionnante pour un parti politique qui a été créé en 2016, d'avoir déjà eu 11 élus conseillers municipaux, plus un élu régional. Là, toutes les années, on a un nouvel élu, donc on est vraiment très contents, et ça, c'est grâce aux bénévoles, à tous les membres du parti animaliste et aux bénévoles que je remercie, et dont je fais partie, bien sûr, mais voilà. On salue Enrico Ezebi, qui est très actif sur les réseaux sociaux. J'ai encore une question là-dessus, s'il y a le temps. Oui, sur le côté régional, justement, sur le fait qu'il y a un élu, et là, tout à l'heure, on parlait du fait qu'il y avait un élu, justement, de la fédération de chasse. Est-ce que ça va faire une sorte de contre-pouvoir? Est-ce que ça peut contrebalancer les choses? Qu'est-ce qui se passe, en fait, par rapport au fait qu'il y ait un élu animaliste et un élu chasseur? Oui, alors la difficulté, c'est que Valérie Pécresse a remporté les élections, donc elle a plus de conseillers régionaux que le groupe constitué par les écologistes, ou que le groupe constitué par les autres partis de gauche. Mais notre élu, Guillaume Prével, va certainement trouver dans les autres groupes des personnes qui sont sensibles à la cause animale, puisqu'elle est aussi bien de droite que de gauche. On connaît Éric Diard, son engagement pour la cause animale, et c'est une personnalité politique de droite. Donc Guillaume, il a aussi Laurence Abeille qui a été élu, qui pourra travailler avec lui. Donc on espère que ça va faire un petit groupe d'élus engagés qui vont porter des mesures, parce qu'il y a pas mal de choses à faire en région. Alexandra, on revient sur toi, parce que sache qu'au journal, on essaye de donner de la force, et comme on sait que vous avez une campagne sur les poussins et les poules pondeuses,
Notre prochaine enquête où on fait des petites vidéos, ça sera sur les œufs. Et en plus, tu as une super annonce à nous dire en exclusivité. Est-ce qu'on peut envoyer déjà la petite vidéo, la prochaine sur les œufs? Là, votre campagne, ça fait combien de temps qu'elle est lancée? Alors, c'est pas vraiment une campagne, c'est des enquêtes qu'on diffuse en fait sur les poules pondeuses en plein air. D'accord. Souvent, on balance juste l'enquête et tu nous dis. Poulet, aujourd'hui, on va s'intéresser aux œufs. 98% des Français en mangent. Nous consommons en moyenne 220 œufs par an, ce qui signifie au minimum 1 tous les 2 jours. Dans cette vidéo, on va retracer la vie d'une poule pondeuse, de sa naissance jusqu'à la production de ses œufs. Les poussins naissent dans des incubateurs. Ce sont de grandes armoires chauffées. Ils ne verront ni leur mère, ni leur père, ni même l'extérieur pour la plupart. On va ensuite les trier selon leur sexe. C'est ce qu'on a. Voilà, donc pour faire suite à cette campagne, on s'est dit, au lieu de faire des sujets des fois qui ne sont pas en coordination avec d'autres sujets, on a fait sur les œufs. Et donc là, vous faites des enquêtes sur les poules plein air. On diffuse des enquêtes de poules plein air parce que justement, les consommateurs pensent qu'en fait, en consommant, alors on sait qu'il ne faut pas prendre des œufs en cage ni au sol. L214 a bien montré que les poules n'étaient pas très heureuses. Nous, on montre aussi que de toute façon, les poules sont des individus à part entière et ne sont pas des biens de consommation et que les élevages plein air, c'est pas du tout réjouissant comme on peut l'imaginer dans les pubs. Et donc, on a fait 2 enquêtes dans le même élevage. C'est un élevage de l'œuf de nos villages. On a diffusé 2 fois à 1 mois d'intervalle, au mois d'avril et au mois de mai. En fait, des enquêtes où on a vu en fait des conditions de vie des poules pondeuses qui étaient vraiment terribles. Vraiment, c'est l'enfer pour elles. Et en fait, du coup, on a eu une condamnation judiciaire par rapport à ces enquêtes. Ça vient d'arriver là. Ça vient d'arriver là. C'est la première fois que je le dis. Voilà, donc en fait on est convoqué au tribunal, on risque 50 000 € d'amende, on doit retirer nos images, diffuser qu'on a montré des images fausses, on doit envoyer à des... Enfin voilà, ça c'est ce que eux ils veulent. Oui, vous êtes ça, c'est ce condamné. On n'est pas condamné, oui, voilà, on est convoqué, pardon. Mais ça va très vite là. Oui, c'est très bientôt, normalement c'est le 19 juillet qu'on doit être au tribunal. Mais je m'inquiète pas, puisque de toute façon, enfin, voilà, on s'inquiète pas plus que ça, mais on a forcément des frais d'avocat à payer. On n'a pas envie qu'on enlève les images, parce que c'est notre droit, en fait, de montrer ce qui se passe, parce que les éleveurs ne le montrent pas, le gouvernement ne montre rien, donc les lanceurs d'alerte, c'est important. C'est important que le consommateur sache ce qui se passe, en fait. Et donc voilà, donc on veut pas du tout enlever nos images, on veut continuer de montrer, et on veut continuer de faire des enquêtes, et c'est pas parce qu'on essaie de nous bâillonner qu'on va arrêter. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, les poules en plein air, c'est un peu du fake. Bon, c'est quand même mieux que les batteries. Parce qu'il y a sur toutes les poules pondeuses en fait en plein air, il y a que 3% en fait qui sortent dehors. En fait, les installations sont tellement mal foutues, on va dire, que les poules ne sortent pas. De toute façon, elles ont peur, elles sont... Voilà, enfin, c'est pas du tout des conditions de vie pour des poules, en fait. Ça répond pas aux besoins physiologiques et psychologiques des poules. Et même quand elles sortent, elles vont pas très loin, parce qu'en fait, c'est des oiseaux qui ont besoin de se percher, et là, c'est un terrain nu, il n'y a pas d'arbres, il n'y a rien. Elles ne sortent pas, il n'y a que 3%, c'est un chiffre des poules pondeuses en France qui sortent réellement, même si oui, en effet, elles peuvent avoir accès. Mais on voit par exemple dans nos vidéos. C'est pareil pour le bio. Ah oui, non, le bio, oui, mais les éleveurs, par exemple, une poule pondeuse, ça a une durée de vie pour les éleveurs de 18 mois. C'est ça. Et donc, en fait, ils n'ont aucune raison de les soigner, parce qu'en fait, quel est l'intérêt, en fait, dans 18 mois, c'est à la poubelle, et voilà. Donc, en fait, par exemple, quand elles sont mourantes ou malades, ils vont pas les soigner, les mettre dans un endroit, on le voit dans notre vidéo. Et voilà, ils les soignent pas, ils appellent ça l'infirmerie. Non, ils les laissent juste mourir, c'est un mouroir. Et voilà, donc c'est clairement de la maltraitance. Et en fait, j'invite tous les militants à continuer à harceler la marque L'œuf de nos villages, parce que c'est eux qui sont derrière ça. Il y a la marque Monoprix, Franprix, Leclerc, et où ils sont vendus. C'est une grosse marque quand même, et ils sont quand même, dans notre enquête, c'est donc L'œuf de nos villages, qui est une marque donc plein air, et qui est revendiquer nos éleveurs engagés. Et on a vraiment besoin, n'hésitez pas à aller sur leurs réseaux sociaux, à leur écrire, parce qu'en fait, on leur a parlé, ils nous ont dit qu'il n'y avait rien à voir, que non, tout était normal, et regardez nos images, vous allez nous dire si tout est normal pour vous, pour nous, clairement pas. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour t'aider? Je sais que le 24 juillet, à Happening... Alors, juste là pour nous aider, on va avoir besoin d'aide. J'avoue, on ne demande pas souvent des dons, mais là on va en demander, parce que sinon en fait, on est une toute petite association, on est 3 dans l'équipe quand même, que les gens le sachent.
Et on a très peu d'argent, donc voilà, on a besoin de dons pour pouvoir continuer justement ces enquêtes, pour pouvoir continuer à diffuser l'horreur que subissent les animaux, pour pouvoir continuer notre campagne contre les poussins, pour les poussins et les canetons. Et oui, le 24 juillet, c'est la semaine de l'activisme. Donc en fait, il y a toutes les associations qui organisent une action par jour à Paris, notamment. Et donc voilà, on organise un happening pour les droits des animaux ce jour-là. Harry, tu voulais dire un truc ? Ah oui, parce qu'on en avait discuté un petit peu avec Alex. Même si vous êtes attaqué en justice, est-ce que c'est bien parti pour se défendre ? J'imagine avec un petit peu de dons pour les frais juridiques. Comment tu le sens sur le fait de se défendre face à ces attaques ? Alors, je pense que ça va aller puisqu'ils nous accusent directement d'être rentrés dans les élevages. Or, ce n'est pas Vegan Impact qui est rentré dans l'élevage. Ce sont des lanceurs d'alerte qui nous ont donné les images qu'on a diffusées. Donc, là-dessus, non, je ne crains pas. Mais bon, on ne sait jamais avec le magistrat, le juge, comment ça peut se passer. Et on sait le poids des lobbies, on sait le poids de la filière, parce que c'est la filière poule pondeuse en fait qui nous attaque. Donc, avec L214 va essayer de vous aider un petit peu. On va demander de l'aide, oui, avec L214. Brigitte m'a donné des conseils. Enfin, oui, on se fait aider, mais voilà, il faut surtout pas qu'on tombe en fait, parce qu'il y a eu une seule fois une condamnation judiciaire. C'était avec William de DXE. De Red Pill. Red Pill maintenant, pardon, mais c'était à l'époque et du coup, en fait, maintenant la filière prend cet exemple pour essayer d'accuser et de montrer, regardez, il y a eu une fois, il y en a qui sont fait accuser, donc on va encore les accuser. Donc pour pouvoir continuer des enquêtes, continuer à diffuser des images, il faut surtout pas qu'on se fasse condamner. Okay. Est-ce que vous avez d'autres infos à nous donner, les amis ? Non, c'est bon. On a fait le tour de la cause. Allez, on va vous donner les événements à venir pour le mois de juillet. Donc le 7 juillet, il y a une manifestation devant Matignon avec le parti animaliste concernant cette proposition de loi. Oui, et toutes les associations sont invitées de toute façon. Ouais, une grosse, c'est une manif unitaire, on va dire. Oui. Du 10 au 18, il y a les UELA, donc les universités d'été de la libération animale. C'est une université d'été un peu avec de la convergence des luttes intersectionnelles. On vous invite à y aller ou à aller voir le programme si ça vous intéresse. Le 17 juillet, il y a un cube à Toulouse. On salue Toulouse qui se démène comme ils peuvent. Le 18 juillet, il y a le groupe Anti-Captivité qui a fait un rassemblement unitaire à Antibes pour dire stop au delphinarium. Je pense que on y est tous. Corinne, elle, une superbe organisation, c'est ouf, c'est fou. Et même le journal y est cité. Du 18 au 25, donc il y a la semaine d'action organisée par DXE Paris et puis Silver et tout ça, Paris Lutte Animale. Lutte Animale. Ah oui, bon, je me permets d'en parler parce que je les connais. Ouais, c'est Paris Lutte Animale, exactement. Il y a en fait, c'est pour célébrer, enfin en quelque sorte célébrer, c'est l'anniversaire de Ferdinand, le fameux taureau qui s'est échappé de l'abattoir et qui a été abattu par la préfecture, par la police, à Meaux, exactement. Donc il y a une action, vous en saurez plus à travers le lien, j'imagine, de l'événement. Lors de cette semaine, le 19 juillet, il y a une action de 269 Life Paris. C'est un disrupt. Donc, si vous voulez plus d'infos, il faut aller sur leur groupe Facebook parce que c'est pas en public. Le 20, il y a une manif devant un décathlon contre la pêche au vif de Paris Animaux Zoopolis. Et le 24, il y a le temps happening. Oui, on fait un happening. Oui. Et le 24 juillet aussi, une manif contre l'élevage intensif à Nancy. Et alors, nous, on vous retrouve la semaine prochaine avec notre émission. On va sortir une émission, les amis, l'émission du Journal de la Cause Animale. C'est un débat avec Lamia de Sea Shepherd, Muriel Arnal de One Voice, Sébastien Arsac, et c'est Amandine qui présente, et je serai là-bas. Ça sera sur les avancées dans 5 ans. On peut balancer le petit truc. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission du Journal de la Cause Animale. Pour ce premier numéro, nous allons parler d'un sujet sympathique, ce sont les avancées. On va se poser une question simple. Dans 5 ans, quelles seront les avancées que nous allons obtenir en tant que mouvement? Alors sur ce plateau, aujourd'hui, j'accueille Lamia SM Lali de Sea Shepherd. Salut. Muriel Arnal de One Voice, bienvenue. Amadeus qui porte de nombreuses initiatives pour porter le mouvement. Et Sébastien Arsac de L214. Salut Amandine. Muriel, je me tourne vers toi. Est-ce que tu peux nous citer 3 infos? Donc voilà, ça sera dans une semaine, dimanche prochain, 19h. Plus. Ouais, bah, c'est le but, hein, on fait nos petits teasings. Est-ce que vous avez d'autres trucs à nous dire, les copines? Non. De continuer de militer. Voilà, aux militants, on a besoin de personnes sur le terrain, de ceux qui ne veulent pas aller sur le terrain, de signer des pétitions, d'aider toutes les associations, de voter le plus éthiquement possible. Voilà, de continuer. Continuer la lutte, de jamais s'arrêter. On continue.
merci beaucoup d'être venus. On vous retrouve. Merci à vous. Merci. Ouais, à Merci, tous et à toutes. À toute l'équipe. On peut balancer aussi toute l'équipe. On remercie Herman, Federico, Swen d'être venus nous filmer. Vous avez vu les super plans. Willy Houssard, l'homme du son. Mathilde, tous ceux qu'on ne voit pas. Armada pour les locaux. Armada pour les locaux, bien entendu. Et on vous retrouve dans un mois. Surprise pour les futurs invités. Et voilà. À bientôt les amis. Ciao, ciao. Ciao. Salut. Bienvenue chez nous sur Radio Armada.